Tu as l'habitude de te débrouiller avec rien, Claire, dit mon père, comme s'il me donnait un conseil pratique au lieu de me condamner. De toute façon, personne ne te remarque vraiment. 2 ans dans un établissement à sécurité minimale ne détruiront pas ta vie. Nous te dédommagerons à ta sortie. En parlant, il fit glisser un épais dossier sur son bureau avec le même geste désinvolte que quelqu'un utilise pour passer un menu, pas pour envoyer sa fille en prison. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de preuves, fraude fiscale, détournement de fonds, falsification de documents. Chaque crime avait un point commun, ils avaient tous été commis par ma sœur, Véronica. Elle était recroquevillée sur le canapé du salon, se tamponnant les yeux avec un mouchoir en dentelle, jouant le chagrin comme une seconde nature. Ma mère restait à ses côtés, lui frottant le dos, murmurant des paroles réconfortantes. Il ne s'inquiétait pas de la justice. Il s'inquiétait des apparences. Véronica devait épouser un héritier de la riche famille Harrington dans quelques semaines, et une enquête fédérale ne cadrait pas vraiment avec ce programme. Il leur fallait un bouc émissaire. Quelqu'un de sacrifiable. Ils m'ont choisi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai ni supplié ni protesté. J'ai simplement tendu la main vers le dossier, laissant mes doigts trembler juste assez pour donner l'illusion qu'ils attendaient. J'ai besoin de 24 heures, ai-je dit doucement. Juste pour réfléchir. Mon père hocha la tête, satisfait. Il croyait voir une fille effrayée et docile. Il n'avait aucune idée qu'il regardait la personne qui allait démanteler tout son monde. As-tu déjà vécu ce moment où tu réalises que ta propre famille serait prête à t'immoler si cela permettait de garder son enfant préféré au chaud? Dis-moi que je ne suis pas la seule. J'ai quitté la maison parentale en serrant le volant si fort que mes doigts en sont devenus engourdis, mes jointures blanchies par la pression. Je ne suis pas rentrée directement chez moi. À la place, je me suis garée à quelques rues de là, j'ai coupé le moteur et je suis restée immobile, à respirer, essayant de comprendre pourquoi j'avais été désignée comme sacrifice. Pour le comprendre, il faut comprendre le fonctionnement de ma famille. Pendant 26 ans, je n'ai jamais été la priorité, j'étais la solution de secours. La pièce de rechange qu'on range au fond et qu'on oublie jusqu'au jour où quelque chose casse. Tandis que je grelottais dans mon studio de 40 mètres carrés, mangeant des nouilles instantanées et étudiant pour obtenir des certifications sous une couverture pour éviter d'allumer le chauffage, Véronica menait une vie qui ne tenait pas debout sur le papier. Je me souviens avoir fait défiler Instagram l'hiver dernier et l'avoir vue sourire dans un centre de bien-être 5 étoiles à Bali. La légende parlait d'un « voyage de recherche d'entreprise ». Je savais que c'était faux. Sa boutique de conseil n'avait pas un seul vrai client. Mes parents ont quand même aimé la publication. Ma mère a commenté, si fière de ma visionnaire. Ils ont payé ce voyage. Ils ont payé l'Audi qu'elle a détruite 3 mois plus tard. Ils ont payé le loft en centre-ville qu'elle louait à une amie. Chaque dollar qu'ils possédaient servait à maintenir l'illusion de Véronica à flot, parce qu'ils étaient terrorisés à l'idée que, s'ils cessaient de la financer, elle s'effondrerait sous son propre poids. Et moi? Pour Richard et Hélène, je n'étais qu'une employée de saisie de données. Discrète. Sans ambition. Une déception qui classe des dossiers pour 18 $ de l'heure. C'est cette version de moi que je les ai laissés croire réelle. C'était plus sûr ainsi. La vérité était tout autre. Je suis auditrice judiciaire senior dans l'un des cabinets de contentieux les plus agressifs de l'État. Je ne tape pas des chiffres, je les traque. Je remonte les actifs dissimulés dans des divorces brutaux et des faillites frauduleuses. Je découvre des comptes offshore, des sociétés écrans et des employés fictifs conçus pour siphonner de l'argent sans laisser d'empreinte. Je suis un requin en cardigan beige. Mes parents ne l'ont jamais su parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander. En 5 ans, pas une seule fois ils n'ont dit « Claire, que fais-tu réellement dans la vie ?» Avant, ça me faisait mal. Mais assise dans ma voiture ce soir-là, quelque chose s'est enfin mis en place. Leur ignorance n'était pas une faiblesse, c'était mon avantage. Pendant des années, j'ai cru qu'ils me méprisaient. Mais en regardant la pluie glisser sur mon pare-brise, j'ai compris que ce n'était pas de la haine. C'était de l'économie. Pour mes parents, la réussite est une ressource limitée, comme une tarte dont il n'y a que quelque part.
Il croyait sincèrement que toute attention, tout soutien ou tout amour donné à moi était quelque chose de volé à Véronica. Dans leur logique tordue, pour qu'elle brille, quelqu'un d'autre devait disparaître. Ce quelqu'un, c'était moi. J'étais le vide qui la rendait importante. La police d'assurance qu'ils ont reléguée à la cave, prenant la poussière, attendant le jour où l'enfant doré finirait par échouer. Et maintenant, elle avait échoué. Véronica avait menti, volé et escroqué l'État. L'étoile s'éteignait. Alors ils m'ont remonté à l'étage, épousseté, et m'ont dit qu'il était temps de faire mon travail, entrer dans les flammes pour qu'elle n'ait pas à le faire. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. Ils n'ont pas compris que pendant qu'ils construisaient un château de cartes autour de ma sœur, j'apprenais en silence comment le faire s'écrouler. J'ai tourné la clé de contact. Je ne rentrais pas chez moi pour m'effondrer. J'allais travailler. Je me suis garée sur le parking vide d'un dîner ouvert 24 heures sur 24, son enseigne au néon vacillante bourdonnant au-dessus de moi comme un insecte à l'agonie. Je suis restée dans la voiture. Je ne voulais pas de café. Je voulais des réponses. J'ai fouillé dans mon sac et sorti mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient encore, le contre-coup physique de ce qui venait de se passer dans le bureau de mon père. J'avais besoin de savoir exactement à quoi j'étais confrontée. De comprendre si cette fraude était récente, ou si les dégâts étaient bien plus anciens. Dans mon métier, on a une expression, suivre le silence. Les choses dont les gens évitent de parler sont généralement celles sous lesquelles l'argent est enterré. Et mes parents avaient toujours été étrangement silencieux à propos de mes finances. Ils ne m'avaient jamais demandé pourquoi je n'avais pas changé de voiture. Jamais questionné le fait que je louais encore. J'ai connecté mon ordinateur au partage de connexion de mon téléphone et me suis connecté au portail du bureau de crédit des consommateurs. Je ne piratais rien. Je n'utilisais aucun outil spécial. Je faisais simplement ce que fait n'importe quel adulte responsable, consulter son propre dossier de crédit. J'ai saisi mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, répondu aux questions de sécurité, puis appuyé sur Entrée. L'écran s'est rafraîchi, inondant l'habitacle d'une lumière bleutée et glaciale. J'ai cessé de respirer. Je m'attendais à quelque chose de propre. Quelques prêts étudiants. Peut-être un petit crédit auto. Une empreinte financière normale. À la place, j'avais devant moi une scène de crime. Mon score de crédit stagnait dans les bas Saint-Saëns, mais c'était la section des comptes ouverts qui m'a noué l'estomac. 3 cartes de crédit plafonnées, tout à mon nom, pour un solde cumulé de 45 000 $. Puis il y avait un prêt professionnel pour Virex Consulting LLC, l'entreprise de mode avortée de Véronica, 5 ans plus tôt. 50 000 $. En défaut de paiement. J'ai cliqué sur les coordonnées, cherchant une confirmation. J'avais besoin d'une preuve impossible à expliquer autrement. Et elle était là, claire, indiscutable, l'adresse email de récupération liée à chaque compte frauduleux. Arthur. Whitford@gmail.com. Je me suis laissé tomber contre l'appui-tête tandis que l'air quittait mes poumons. Ce n'était pas une décision prise ce soir-là. Ils avaient volé mon identité 5 ans plus tôt, quand j'avais 21 ans, que je rassemblais péniblement de l'argent pour mes manuels de comptabilité judiciaire et que je dînais de pain grillé pour survivre. Mon père utilisait mon nom pour financer les lubies de Véronica tout en me disant qu'il ne pouvait pas m'aider à payer mon loyer. Il ne se contentait pas d'ignorer mes difficultés, il détruisait activement ma vie financière pour maintenir la sienne à flot. La vérité m'a frappée d'un coup, froide et définitive. Pour eux, je n'étais pas une fille. Je n'étais même pas humaine. J'étais un actif. Une ligne de crédit. Une ressource à exploiter jusqu'à épuisement, puis à jeter. Ils m'avaient maintenu la tête sous l'eau pendant des années pour qu'elle puisse continuer à respirer. J'ai baissé les yeux vers mes mains et j'ai remarqué qu'elles ne tremblaient plus. Étrange, comme ça fonctionne. On s'imagine que découvrir que ses parents sont des criminels qui vous ont trahi va vous briser. On s'attend aux larmes. À l'effondrement. Mais je n'ai pas pleuré. Les larmes potentielles se sont consumées instantanément, remplacées par une concentration si tranchante qu'elle en devenait dangereuse. Cet espoir fragile et enfantin, celui qui me faisait croire que si je donnais assez, si je me sacrifiais suffisamment, il finirait peut-être par m'aimer, s'est rompu net.
Et quand il s'est brisé, je me suis sentie plus légère. Je me suis aussi sentie puissante. Je n'étais plus l'enfant terrorisé debout dans le bureau de mon père. J'étais l'auditrice. Et je venais de trouver l'anomalie capable de faire tomber toute l'opération. J'ai refermé l'ordinateur. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je n'ai pas dormi. Il y avait du travail à faire. S'ils voulaient que je porte leurs crimes, très bien. Alors j'allais posséder tout le reste aussi. Je suis arrivée tôt, mais pas à mon véritable bureau. Impossible de risquer qu'on me voie utiliser les serveurs du cabinet pour des investigations personnelles. À la place, je me suis rendue dans mon espace de secours, mon quartier général, un bureau de coworking ouvert jour et nuit que j'utilisais pour des missions de conseil en freelance. Je ne me suis pas reposée. J'ai audité. J'ai extrait chaque dossier lié à Virex Consulting, l'entreprise rattachée au prêt en défaut à mon nom. Puisque mon numéro de sécurité sociale figurait comme garant, j'avais un accès légal complet à l'historique du compte. J'ai téléchargé 5 années de relevés bancaires et commencé à cartographier les flux financiers. Ce n'était pas une gestion négligente. C'était du vol. Véronica avait levé 250 000 $ auprès d'investisseurs providentiels, des amis de la famille Harrington, en présentant une application de mode, révolutionnaire, qui n'avait jamais existé. L'argent arrivait sur le compte de l'entreprise et disparaissait presque immédiatement. J'ai suivi les virements. 10 000 $ vers une agence de voyage de luxe. 5 000 vers un concessionnaire Porsche. 15 000 vers un entrepreneur pour des rénovations de bureaux, qui, après une rapide vérification cadastrale, correspondait à l'adresse de la maison de mes parents. Ils ne se contentaient pas d'éponger les erreurs de Véronica. Ils en profitaient. Mon père prélevait directement de l'argent sur la fraude de sa fille pour payer ses cotisations au country club et ses cigares haut de gamme. Un circuit fermé de cupidité, chacun se nourrissant de l'autre, mon score de crédit servant d'engrais. Je me suis adossée à ma chaise, fixant l'écran lumineux tandis que l'aube s'installait, lavant la ville d'une lumière grise et terne. La partie rationnelle de mon esprit savait que j'étais en danger. Si je me rendais au FBI immédiatement, la piste serait sale. Mon nom figurait sur les prêts. Mon crédit constituait la base. Richard dirait que j'étais le cerveau, l'associé discrète tirant les ficelles, et que lui et Véronica étaient les victimes de mon stratagème. Avec leur réputation et mon absence de ressources visibles, un jury pourrait les croire. Il me fallait un levier. Quelque chose qui les forcerait à se dévorer entre eux. Il fallait qu'ils me remettent eux-mêmes l'arme. J'ai examiné la colonne des actifs liés à mes parents. Elle était maigre. Leur retraite avait été vidée. Leur carte de crédit personnel était saturée. Il ne restait qu'une chose de réellement précieuse. La maison. Une maison coloniale de 4 chambres dans le quartier historique, estimée à 1,5 million de dollars. Leur fierté. Leur symbole de statut. La scène de chaque représentation de la « famille parfaite ». Et parce qu'ils l'avaient achetée 20 ans plus tôt, elle était presque entièrement payée. J'ai ouvert un nouvel onglet. Je n'allais pas les dénoncer. Pas encore. J'allais les liquider. Je me suis rendu sur le site du secrétariat d'État du Wyoming. Le Wyoming est particulier, il autorise les LLC totalement anonymes. Aucun membre déclaré. Aucun dirigeant divulgué. Une boîte noire. J'y ai enregistré une nouvelle société, Nemesis Holdings LLC. J'ai payé les frais de traitement accélérés. Puis j'ai rédigé un document, un acte de cession quitte-clin. Simple. Légal. Rapide. Le genre de papier que les familles signent sans réfléchir. Il stipulait que Richard et Helen Whitford transféraient 100% de la propriété de leur maison à Nemesis Holdings LLC pour la somme symbolique de 10 $. Je l'ai imprimé. 3 pages discrètes. 3 pages capables de transformer mes parents en locataires dans leur propre maison. Ensuite, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Lorraine. C'était une notaire mobile avec laquelle j'avais déjà travaillé sur des saisies immobilières haut de gamme, professionnelles, discrètes, et pas données. Lorsqu'elle a décroché, j'ai dit. J'ai une signature ce soir, chez mon père. Des documents sensibles de protection d'actifs. J'ai besoin que tu sois là à 20 heures précises.
Pas de question. Tu vérifies les identités, tu tamponnes. Les honoraires, a-t-elle demandé. Le double de ton tarif habituel, ai-je répondu. Plus une urgence. Puis j'ai ajouté. Et Lorraine, une fois les documents signés, tu repars immédiatement. Compris. J'ai raccroché et observé les deux piles sur le bureau. D'un côté, les preuves de fraude. De l'autre, le piège. Il voulait que je les sauve. Que je nettoie le désastre de Véronica pour qu'il puisse continuer à jouer aux intouchables. J'ai attrapé mon sac. J'allais les sauver. Et cela allait leur coûter absolument tout. Je suis entré dans la maison de mes parents à 19h55 précise. L'atmosphère dans le bureau avait changé. Plus de colère, seulement de l'impatience. Ils ne s'inquiétaient pas de moi. Ils s'inquiétaient du calendrier. Véronica faisait les 100 pas, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes, probablement terrifiée à l'idée que son fiancé écrive avant qu'elle ait un dossier propre. J'ai joué mon rôle à la perfection. Cela faisait 26 ans que je m'y entraînais. Épaules rentrées. Voix tremblante. Regard fixé au sol. Je le ferai, ai-je dit. J'assumerai. Ma mère a expiré comme un pneu qui se dégonfle. Bien. Nous savions que tu ferais ce qu'il faut. Puis j'ai levé les yeux, le regard élargi par une panique feinte. Il y a un problème. Le regard de Richard s'est durci. Quel problème? J'ai parlé à un ami avocat. Juste, hypothétiquement, ai-je dit. Le mensonge est sorti doux et fluide. Les barèmes de condamnation. Avec une fraude dépassant 200 000 $, les fédéraux ne se contentent pas de la prison. J'ai marqué une pause. Ils exigent une restitution. Ils saisissent tous les biens liés à ceux qui ont profité de la fraude. J'ai désigné Véronica d'un doigt tremblant, puis balayé la pièce. Ils vont suivre l'argent. Ils verront qu'il a servi à financer des travaux ici. Si je plaide coupable, ils s'en prendront à cette maison, papa. Ils la saisiront et la vendront pour rembourser les investisseurs. Toute couleur a quitté le visage de Richard. Cette maison était son Dieu. Il l'aimait plus que ses enfants, probablement plus que sa femme. Ils ne peuvent pas faire ça, a-t-il balbutié. Ils le peuvent absolument, ai-je répondu, calme et ferme. À moins qu'on agisse vite et qu'on la mette à l'abri. Ce soir. J'ai sorti le dossier de mon sac. Mes mains étaient calmes désormais, mais ils ne l'ont pas remarqué. Ils regardaient leur salut. J'ai fait préparer ces documents, ai-je dit. C'est une manœuvre classique de protection d'actifs. On transfère immédiatement le titre dans une holding anonyme Nemesi Holdings LLC. Si la maison n'est plus à votre nom quand l'enquête démarre, ils ne peuvent pas la geler. Ça fonctionne comme une fiducie aveugle. Richard m'a arraché les papiers des mains et les a parcourus avec l'intensité d'un homme voyant toute sa vie s'effondrer. Son regard s'est arrêté sur la page des signatures. Attends, a-t-il grogné. Ça te désigne comme unique gérante. Mon nom n'apparaît nulle part comme propriétaire. C'était le point de bascule. Si j'hésitais une seule seconde, tout s'écroulait. C'est précisément pour ça que ça doit être moi, ai-je dit, injectant du désespoir dans ma voix. Si ton nom apparaît quelque part, le FBI le repère immédiatement. Je suis le tampon. L'homme de paille. Je conserve le bien jusqu'à ce que ça se calme. Tu pourras me faire signer le retour quand tu voudras. Je l'ai regardé et j'ai ajouté doucement. Je fais toujours ce que tu me dis. Il n'a pas vu un danger. Il a vu ce qu'il voyait toujours, un enfant sacrifiable. Il a ri, a saisi son stylo, et a signé. J'ai envoyé un message à Lorraine. Elle est arrivée quelques minutes plus tard, a vérifié les pièces d'identité, a posé son cachet, accepté une enveloppe d'argent liquide intraçable, puis est repartie sans un mot. Quand sa voiture a disparu au bout de l'allée, la tension dans la pièce s'est dissoute. La peur a laissé place à l'arrogance. Tu as été utile, pour une fois, a craché mon père. Ma mère s'est servi un verre de vin comme si elle n'avait pas commis plusieurs crimes fédéraux. Elle m'a regardé avec un dégoût glacé. Arrête de pleurnicher. Tu connais ta place. Véronica est la fleur. Toi, tu es la terre.
Ton rôle, c'est de t'enterrer pour qu'elle puisse éclore. Va à la police demain. On a un mariage à organiser. Ce mot, terre, a tout terminé. J'ai cessé de pleurer. J'ai posé mon téléphone sur le bureau et l'ai tourné vers eux, le chronomètre d'enregistrement toujours visible. Je n'irai pas à la police, ai-je dit d'une voix égale. Et Véronica non plus. Ils se sont figés pendant que je leur exposais la réalité. La maison appartenait désormais à Nemesis Holdings. Et Nemesis Holdings m'appartenait. Mon père a fait un mouvement vers moi, puis s'est arrêté net quand j'ai évoqué la notion de main sale. L'enregistrement avait tout capturé, les aveux, l'intention, la fraude. Toute action en justice contre moi exigerait qu'ils confessent leurs crimes. Il s'est effondré dans son fauteuil. Vous avez 7 jours pour quitter ma propriété, ai-je dit. Si vous dépassez le délai, cet enregistrement part au FBI et à la famille Harrington. 3 mois plus tard, j'étais assise dans ce même bureau. Mais cette fois, il était à moi. Mes parents étaient ruinés. Le mariage de ma sœur avait été annulé. Leur réputation était détruite. Ils avaient raison sur une chose. Les fleurs ont besoin de terre. Ils ont simplement oublié une chose. La terre possède le sol. Et désormais. Moi aussi.